Alors bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la deuxième table ronde du Master EgalApps. La première table ronde portait sur la professionnalisation après le Master en novembre dernier. Et puis cette deuxième table ronde va porter sur la formation à l'égalité femmes-hommes des professionnels du sport et de l'EPS. Et à cette occasion, donc, on a invité 4 invités ici. On les remercie chaleureusement. Charlotte Schwartz, Noé Drivet, Mona Pantel et Marion Charbonnier. Je leur laisserai la parole, bien entendu, après pour se présenter. Je vais quand même donner quelques mots sur l'organisation de la table ronde. Donc, dans un premier temps, jusqu'à 19h environ, on laissera la parole le plus possible aux invités. Et puis après, il y aura un temps de questionnement d'une demi-heure environ jusqu'à 19h30, où vous pourrez donc apporter des précisions, porter des témoignages, d'autres témoignages, ou questionner aussi les invités. Et puis ensuite, on organisera un petit cortège pour continuer de manière plus informelle et plus chaleureuse la discussion autour d'un temps convivial au Club des Sports juste à côté. Alors aussi, je voulais vous dire que là, la table ronde est en hybride, c'est-à-dire qu'il y a une quinzaine de personnes qui nous écoutent et on les remercie, qui nous suivent en ligne. La table ronde est filmée et puis, sauf le temps de questionnement, mais en tout cas jusqu'à 19h, la table ronde sera filmée. Donc, il sera possible de revoir la table ronde sur YouTube. Vous dire également qu'il y a une note de synthèse qui sera faite par l'équipe qui organise cette table ronde, et puis qui sera diffusée au Master 1. Donc, il sera aussi possible d'obtenir cette note de synthèse, cette synthèse si vous le souhaitez. Voilà, je remercie aussi Monsieur Rabu qui nous aide sur la technique, et puis Virginie Niquez qui nous a accompagnés sur l'organisation de cette table ronde. Voilà, je pense que les points formels sont donnés. Donc là, sans plus tarder, je vais donner la parole aux 4 invités qui vont se présenter. Et puis peut-être vous poser une question en guise d'introduction sur quelles sont les motivations, en plus de la présentation de votre parcours et puis de vos responsabilités aujourd'hui, quelles sont vos motivations à vous être intéressés à cette thématique de l'égalité femmes-hommes dans vos domaines respectifs. Voilà. Le micro, il est là. C'est sur on. Voilà. On m'entend bien, oui. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Charlotte Schwartz. Je suis actuellement, secrétaire générale en charge de l'égalité de genre à l'ANESTAPS. Donc, l'ANESTAPS, c'est l'organisation représentative des jeunes dans le champ du sport et de l'animation. Et au-delà de ça, sinon, je suis aussi en Master 1 Management du sport, à Marseille. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de m'engager sur cette thématique-là ? Je pense que c'est un engagement qui est tout naturel. Enfin, ça fait déjà plusieurs années que je m'intéresse à la thématique et que je me forme aussi sur la thématique. Et du coup, pour moi, ça paraît crucial de pouvoir vraiment s'engager là-dessus et avoir des connaissances et des compétences sur le sujet, surtout dans le domaine du sport. Merci. Bonjour tout le monde. Donc moi je suis prof de PS en établissement scolaire depuis 10 ans et j'ai également fait une thèse en STAPS sur la construction et la déconstruction des normes de genre au sein d'une UFR STAPS pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe au sein de notre formation en termes d'égalité. Pourquoi je me suis intéressée à ces questions ? Le point de départ, c'est un peu le point de départ, on va dire, d'un manque. Au final, quand on est confronté dans les premières années de stage à des situations violentes entre élèves venant des enseignants-enseignantes, et au final, comment est-ce qu'on réagit ? Comment est-ce qu'on analyse la situation ? Et voilà, comment est-ce qu'on analyse ? Comment est-ce qu'on argumente aussi nos propos ? Pour moi, les études de genre et cet intérêt pour l'égalité, c'est vraiment, je le perçois vraiment comme une petite pièce de puzzle qui vient ouvrir le mécanisme, et ce mécanisme qui fait que on peut plus trop s'arrêter de voir les violences de la même manière, qu'on n'arrive plus à s'en empêcher de les voir dans notre quotidien, dans notre vie familiale, sportive, professionnelle, etc. Et donc c'est un petit peu l'effet boule de neige sur ça. Ah oui, et je voulais rajouter aussi pourquoi cet engagement, je le trouve encore plus important aujourd'hui, dans le sens où pour moi, ça vient marquer un petit peu mon envie, en tout cas, d'arriver à argumenter, d'arriver à solliciter une certaine rigueur scientifique
face à la désinformation, face au discours anti-égalitaire, face au discours LGBT-phobe, etc. Et c'est ça aussi dans les enjeux et les intérêts actuels. Donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mona Pantel, je suis actuellement chargée de mission sur la prévention des violences et des discriminations au ministère des Sports. Auparavant, j'ai travaillé en fédération, à la Fédération française de cyclisme, et je suis diplômée du Master EGALAPS, donc de la 3e promotion, et avant ça, j'ai fait une licence STAPS. Et donc ce qui m'a donné envie de m'engager sur cette thématique, c'est déjà un constat que j'ai fait assez jeune en pratiquant une discipline particulièrement marquée par ces inégalités, le cyclisme, qui m'a montré qu'il y avait beaucoup de problématiques de ce type. Et donc assez rapidement, j'ai voulu m'engager de manière militante, on va dire, au premier abord, pour lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes. Et après, j'ai voulu construire une expertise de façon à pouvoir travailler dans ce domaine-là. Et donc c'est assez naturellement que je me suis tournée vers le Master EGALAPS. Bonsoir, donc moi je suis Marion Charbonnier et moi je suis la directrice de l'Office du sport Villeurbanne, qui est peut-être une structure inconnue pour la plupart d'entre vous. L'Office du sport, c'est ce qu'on appelle un OMS, c'est une association, loi 1901, qui est rattachée à la ville de Villeurbanne et qui a pour principale mission de rendre l'activité physique accessible au plus grand nombre. Moi, ce qui m'a motivée à m'intéresser à ces questions, c'est à la fois des raisons personnelles, d'abord des raisons personnelles, à travers mon parcours de vie, parce que j'ai été confrontée, comme beaucoup de femmes, bon, la plupart des femmes, je pense, à des situations parfois douloureuses, parfois violentes, que j'ai longtemps pensé comme étant de mon fait, ou voilà, dont j'avais pas forcément conscience, et jusqu'au jour où, à travers beaucoup de lectures notamment, j'ai réalisé que finalement c'était plus un problème sociétal, systémique, et qu'il y avait des choses à faire et qu'il n'était pas question de rester dans cette situation. Donc ça, c'est la partie personnelle. Je trouvais que c'était quand même important parce que ça a beaucoup compté. Et puis bien sûr, pour des raisons professionnelles, moi j'ai un parcours, j'ai une formation en sciences politiques, et pendant 15 ans, j'ai été collaboratrice d'élus locaux. Donc j'ai toujours eu un goût pour l'intérêt général, la chose publique, et puis l'envie de m'investir sur les questions de société à travers mon travail de collaboratrice d'élus. Et puis c'est vrai que là, j'ai franchi un cap important il y a 7 ans quand je suis devenue directrice de l'Office du sport. Parce que finalement, quand je suis arrivée, il y avait une politique municipale très forte en matière de lutte contre les discriminations depuis des années. J'arrivais dans une structure dont un des fondements, c'était l'égalité. Donc pour moi, il y avait comme une évidence à porter ces sujets d'égalité dans le sport à la place où j'étais. Sauf que je me suis vite rendu compte que manifestement, il y avait d'évidence que pour moi. Je me suis vite heurtée, y compris en interne et aussi de la part de femmes, à des réactions très, très épidermiques, je dirais. Donc là, me suis vite rendu compte qu'il fallait que j'acquière une légitimité, et que cette légitimité, eh ben, ça passait par la formation. Et là, le hasard a bien fait les choses, puisque Cécile et Virginie ont créé cette attestation d'études universitaires que j'ai donc suivie et qui m'a apporté beaucoup pour asseoir une légitimité, et évidemment aussi beaucoup d'outils dans mon travail au quotidien. Merci pour ces témoignages. Alors, on va aborder le premier champ de questionnement. Donc, la première thématique que j'aimerais aborder avec vous, c'est d'essayer d'identifier dans vos champs d'intervention spécifiques et professionnels quels sont finalement ces professionnels qu'on chercherait à former, quels sont ces acteurs et ces actrices dans un premier temps, puisqu'on voit bien que vous avez des domaines proches mais en même temps très différents. Et je profite aussi de continuer sur cette idée, c'est-à-dire essayer de se dire quels sont finalement les enjeux à former ces professionnels, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a à perdre et qu'est-ce qu'on a surtout à gagner à former les professionnels de l'EPS et du sport. Donc voilà, je vous laisse la parole. C'est toi, Mona, je crois. Vas-y. Alors, pour répondre à la question, je pense qu'on a tout à gagner à former les professionnels du sport par rapport aux différents enjeux. Alors, c'est vrai qu'il y a les inégalités entre les femmes et les hommes. Il y a aussi les violences et les discriminations. Enfin, c'est des sujets qui se rejoignent. Moi, c'est vrai que je suis plus sur la partie violence, et parce que c'est un sujet, je pense que tout le monde en a conscience, qui est particulièrement d'actualité, notamment au niveau du ministère des Sports. Mais pourquoi on a tout y à gagner? Parce que justement, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de problématiques dans le monde du sport qui ne sont pas uniquement prégnantes dans le monde du sport, parce que c'est des problématiques
problématiques de société, mais que l'on retrouve pour plusieurs raisons, notamment dans le milieu du sport. Et donc, en fait, on se doit d'y répondre, notamment quand on est une puissance publique, un ministère. Si on s'aperçoit qu'il y a des problèmes de violence, de discrimination, on se doit d'apporter une réponse et justement de s'assurer que chacun et chacune peut avoir une pratique sportive qui soit inclusive et positive et pas porteuse de violence de quelque nature qu'elle soit. Du coup, forcément, c'est une thématique qui a un enjeu très important au niveau de ce qu'on fait au ministère. Et donc, quand on pense la formation, on la pense en direction de différents publics et de différents réseaux, puisque au sein du ministère des Sports, on retrouve 3 réseaux principaux. On a bien sûr les fédérations sportives, qui sont sans doute le réseau qui est le plus connu du grand public, entre guillemets. Donc là, on a plus de 120 fédérations, donc que ce soit les fédérations olympiques, paralympiques, multisports, affinitaires, etc. Et donc, ce sont des fédérations qui, attention, ne sont pas sous la tutelle du ministère des Sports. Elles sont délégataires. Pour la plupart, elles ont la délégation du ministère des Sports, mais pour autant, elles sont nécessairement porteuses des politiques publiques aussi, qui sont du coup déterminées à l'échelle nationale. Ensuite, on a les établissements publics. Donc ça, derrière ce mot, on retrouve les CREPS. Donc il y a des CREPS quasiment dans chaque région. Et aussi les écoles nationales, l'INSEP, donc l'école nationale de voile, par exemple, pour ne citer que. Et eux sont sous la tutelle du ministère des Sports, ce qui signifie que on est en droit et on a plus de moyens aussi pour, on va dire, impliquer et surtout un peu les obliger, entre guillemets, à mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Donc c'est important aussi d'avoir ces 2 relations qui sont différentes entre les deux en tête. Et enfin, on a les services déconcentrés. Alors ça, souvent, on ne sait plus trop ce que c'est parce que l'acronyme change très régulièrement. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez déjà entendu parler des DDCS, des DRDJSCS. Maintenant, on s'appelle DRAGES et SDJES. Ce qu'il faut retenir, c'est les services jeunesse et sport. Le film Nos jours heureux, on est jeunes, on fait du sport, c'est nous. Et du coup, on applique les politiques publiques du ministère des Sports à l'échelle régionale pour les DRAGES et à l'échelle départementale pour les SDJES. Et donc, une fois qu'on s'est dit ça, ça c'est juste pour montrer que du coup, il y a un certain nombre de réseaux avec lesquels on va travailler et avec lesquels on va pas nécessairement avoir les mêmes attentes ni les mêmes objectifs. Et pourquoi ? Parce que dans le sport, ce qui est important aussi, c'est qu'on fait face à des publics qui sont extrêmement différents et avec des contraintes aussi qui ne sont pas les mêmes. Tu peux peut-être passer la diapo suivante. Merci. Donc, quand on parle de formation, devant nous, on va avoir, par exemple, des éducateurs et éducatrices qui peuvent être, pour certains ou certaines, professionnels. Donc, ça veut dire qu'ils vont être rémunérés et que ça va être leur activité, on va dire, principale. Pour d'autres, ils vont être bénévoles et donc ils vont être là le soir, le week-end. Et donc, nécessairement, déjà, entre les deux, on peut pas avoir les mêmes attentes en termes de formation. Les professionnels, on peut les mobiliser, on va dire, en journée. Les bénévoles, c'est déjà plus compliqué. Même problématique pour les dirigeants et dirigeantes qui, eux, sont bénévoles pour la plupart. On a des coordinateurs de diplômes, par exemple, notamment dans les CREPS et puis dans les DRAGES, au niveau des départements de formation. On va avoir des responsables, par exemple, qui s'occupent de la RSE, donc une thématique qui est beaucoup plus globale, mais qui peut en fait être liée aux inégalités, toutes ces thématiques-là. On a aussi des référents, puisque nous, justement, sur ces politiques-là, on travaille avec des référents dans chacun de ces réseaux. Tout ça pour vous dire que du coup, quand on pense aux actions de formation, nécessairement, on se doit d'avoir en tête quelles sont les contraintes et quelles sont aussi les missions de ces personnes-là, pour qu'on puisse ensuite penser, on va dire, des contenus qui correspondent déjà à leur réalité de terrain, parce que sur ces enjeux-là, c'est ça aussi, c'est comment est-ce qu'on va convaincre ces personnes-là de venir se former. Pour les convaincre, il faut que ça fasse sens pour elles et que du coup, elles y retrouvent aussi des problématiques, par exemple, qu'elles rencontrent tous les jours. Et nous, la volonté qu'on a, c'est aussi de leur donner aussi des outils en fait et des moyens de pouvoir répondre à ces problématiques-là. Donc voilà, en tout cas, pour résumer, au niveau du ministère, le but c'est qu'on puisse sensibiliser et surtout former, parce que la sensibilisation, ça a été fait, pas de manière complète, mais c'est quand même fait de manière un peu plus globale. La formation, un peu moins. Et donc, l'enjeu qu'on a, c'est quel contenu on propose et surtout comment on coordonne tout ce qui existe, parce que, évidemment, il y a beaucoup de choses qui existent. Et comment on s'assure, on va dire, qu'on a des contenus qui soient qualitatifs par rapport aux enjeux que révèlent les inégalités de genre, les violences et discriminations. Voilà, le périmètre assez large par rapport à ça. Merci. Marion, alors à l'échelle du territoire maintenant, la même question.
Voilà, effectivement, moi, je vais vous parler de là où je me trouve, c'est-à-dire du territoire de Villeurbanne, mais ce que tu dis fait évidemment écho. Ce qui est important, ce que je vous précise quand même, le contexte est important à avoir en tête, c'est-à-dire qu'à Villeurbanne, on a au niveau de la ville, on a une politique de lutte contre les discriminations qui est très très ambitieuse et depuis 20 ans maintenant, et qui se décline en fait dans tous les champs de l'action publique, avec une importante formation des agents de la collectivité. Voilà, je rentre pas dans le détail, mais il se fait énormément de choses à l'échelle de la ville. Et puis, en parallèle, nous, comme on est une association, on a un projet associatif qui met l'égalité comme un de ses objectifs transverses. Et quand je suis arrivée il y a 7 ans, j'ai constaté que finalement, il y avait quand même, malgré ce contexte, il y avait assez peu de choses qui se faisaient dans le domaine du sport. Je me suis dit que l'Office du sport était le bon niveau pour mener des actions dans ce domaine-là auprès des associations sportives. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a le bon niveau. On est entre la collectivité qui est notre principal financeur et les associations sportives qui sont nos adhérents. C'est-à-dire que nous, on fédère les associations sportives du territoire. Donc, on est à cette interface, et ce qui nous permet de faire dialoguer les deux, d'être à la fois, de se faire l'écho des orientations politiques municipales et d'être à l'écoute des réalités et des besoins des associations, et de faire se rencontrer les deux. Donc, ce qu'on a imaginé à notre niveau, qu'on fait sur l'égalité, mais qu'on fait aussi sur d'autres sujets, c'est de se dire, il faut que nous, au niveau de l'Office du sport, et après je vous préciserai de qui on parle exactement pour que ce soit plus clair, l'idée c'est d'abord de se former, ensuite nous de montrer l'exemple à travers ce qu'on fait au sein de l'Office du sport, et après de porter des actions collectives auprès des associations. Quelques petits exemples de ce que nous on a pu faire au niveau de l'Office. Voilà, il a fallu que je fasse que je sois un peu déterminée, mais finalement ça s'est mis en place petit à petit. Par exemple, au niveau de la communication, avoir une communication égalitaire, un premier point qui peut paraître évident. On organise les Folies de Villeurbanne que vous connaissez peut-être, et pendant, je sais pas, 20 ans, ça s'appelait une course pour tous. Et moi, quand je suis arrivée, je dis mais je comprends pas une course pour tous. Pourquoi ce serait pas pour tous et toutes ? Donc c'était un petit combat malgré tout. Mais voilà, plein de petites choses comme ça. On avait des remises toutes nos remises de récompenses pendant des années. On avait des récompenses ultra genrées, du vin pour les hommes, des fleurs pour les femmes. Donc j'ai dit bon, on arrête ces bêtises. On a mis en place des plantes vertes. Ça passait très bien sur les lauriers du sport. Voilà, plein de choses comme ça qui se sont faites petit à petit. Donc, de qui on parle, de qui je parle, ce que je voulais, le message que je voulais vous faire passer ce soir, c'était que à notre niveau, à l'Office du sport et au niveau de la ville, ça fonctionne grâce à un tandem élu-salarié. À l'Office du sport, on est une association, donc on fonctionne grâce à des dirigeants bénévoles, des bénévoles qui ne sont pas dirigeants, qui viennent prêter main forte et nous aider à organiser nos événements, et une équipe salariée. On est 5 salariés. Et donc, comme je vous le disais, nos adhérents, ce sont des personnes morales, les associations sportives de Villeurbanne. Dans les associations sportives qui sont affiliées à l'Office du sport, c'est le même mode de fonctionnement que nous, c'est-à-dire qu'on va avoir des dirigeants bénévoles, des bénévoles non dirigeants, parfois des salariés, pas partout. C'est la particularité aussi des associations sportives, c'est qu'elles fonctionnent encore en grande majorité avec des bénévoles exclusivement. Donc ça, c'est très important parce qu'on ne va pas les mobiliser de la même manière qu'une équipe salariée. Et dans ces bénévoles et salariés, on a une multitude de profils. On a des encadrants, des éducateurs, éducatrices, des chargés de développement, des chargés de communication. Et le troisième acteur, c'est la ville de Villeurbanne, donc la collectivité territoriale, où là, même tandem, élu. Donc, en ce qui concerne Villeurbanne, ça va être l'adjoint au sport, et on a une adjointe à la lutte contre les discriminations, et des fonctionnaires territoriaux, essentiellement la direction du sport, et la mission lutte contre les discriminations, qui est une mission transverse à tous les services de la ville.
Et voilà, de mon expérience, je pense que les clés de la réussite pour passer des intentions, parce qu'il y a des intentions politiques fortes, mais comme je vous le disais au début de mon propos, assez peu d'actes dans le domaine sportif, sauf à l'échelle de l'office. Je pense que ça passe par une prise de conscience collective, forcément une conviction et une volonté politique très forte, mais aussi des professionnels formés. Et on en vient à la formation. C'est-à-dire que la volonté politique ne suffit pas. Pour passer à l'action, il faut des professionnels qui soient formés. Et donc, pas d'action sans formation. Ça, j'en suis convaincue aujourd'hui. Voilà, voilà. Tu reviens une dernière petite chose. Dans le cadre de l'attestation d'études universitaires, j'ai conduit une étude sur la place des femmes bénévoles dans le fonctionnement associatif de l'OSV. Qui était très intéressante et dont les principaux enseignements, sans trop de surprise, les femmes dirigeantes sont sous-représentées auprès des instances dirigeantes, à peu près un tiers, et ça sur plusieurs années. Et quand elles sont dirigeantes, elles n'ont pas conscience d'être dirigeantes, elles ont tendance à se positionner comme des bénévoles opérationnels, contrairement aux hommes qui, eux, ont parfaitement compris quel était leur rôle. Et puis, j'ai constaté aussi que pour ce qui est des bénévoles non dirigeantes, elles étaient souvent cantonnées à des missions très genrées sur un événement comme les Lauriers du Sport, la caisse, l'installation des tables, l'installation des plantes, des fleurs, et les hommes à la buvette, au service, etc. Voilà, je vous fais très court, mais c'était très intéressant pour faire prendre conscience à l'équipe dirigeante qu'ils étaient concernés aussi en termes structurels au sein de l'Office du sport. J'arrête. Alors, la suivante. Ok. Noé, maintenant dans le champ de l'EPS. Eh ben, je vais rebondir du coup sur la nécessité de former, nécessité de formation et la prise de conscience dont tu viens de parler, Marion. Donc moi, ce que je vous présente, c'est comment dire, des données issues d'un travail de thèse qui se base sur énormément d'observations, de cours pratiques, de cours théoriques, d'événements festifs et des entretiens avec des étudiants et étudiantes de la L1 au master au sein d'une UFR STAPS. Là, j'ai mis une petite citation pour illustrer un petit peu. On dit que c'est important de prendre conscience à partir du moment où on commence à demander à questionner des étudiants et étudiantes sur des propos qui peuvent être tenus, sur des attitudes qui peuvent être mises en place, sur des jeux qui sont organisés. J'ai eu le droit à énormément de réponses qui font appel à ces mécanismes de relativisation qui permettent de rester aveugle finalement aux violences de genre et qui permettent d'éviter de se questionner, de se remettre en question. Donc on peut avoir les classiques, c'était juste de l'humour, c'est juste de l'entre-soi, on est entre étudiants, ou alors c'est la culture lyonnaise, ou alors c'est la culture sportive, ou alors c'est la culture étudiante qui viennent justifier ou en tout cas amoindrir la violence des propos. On peut aussi avoir le droit à oui, mais en STAPS ça va, c'est pas si méchant, par contre en médecine ce qui se passe c'est pire. Par contre, ce qui se passe dans d'autres pays, c'est pire qu'ici. Voilà, là j'ai mis un petit exemple de est-ce qu'une blague sexiste est sexiste ? Je pense que non. Priver quelqu'un de faire une blague sexiste, pour moi, ça devient sexiste. Pour l'homophobie, c'est pareil, etc. Et où là, la justification, c'est de dire que entre amis, on peut tout se dire. Donc voilà, il y a tous ces mythes qui sont un petit peu, qui ressortent un petit peu aussi. Dès lors qu'on parle de formation à l'égalité et dès lors qu'il y a des cours qui sont proposés, les mythes de dire que l'égalité elle est déjà acquise, donc c'est pas la peine d'en parler encore, on en a déjà bien assez parlé comme ça, donc voilà, ou que l'égalité va arriver, elle arrive toute seule, elle est là juste derrière et elle avance. Donc c'est pas la peine d'en parler plus que ça en formation non plus. Donc ça fait partie de tous ces processus qui montrent que c'est vraiment difficile en fait de prendre conscience de ce qui se passe dans notre environnement, de ce continuum de violence qui existe et qui est tellement banalisé et quotidien qui fait que de mettre ces fameuses lunettes de genre pour s'en rendre compte et
et les percevoir, c'est pas si évident. Et du coup, je voulais juste vous illustrer un petit peu avec, voilà, juste pour illustrer, alors très rapidement, très brièvement, mais au final, les enjeux de la formation, pourquoi c'est important. Donc la formation STAPS, qui forme tous les professionnels du monde du sport dans le milieu de l'entraînement, du management, des profs de PS, etc., etc. Je voulais revenir rapidement sur quelques points. Le premier point que j'ai pu relever de manière générale, c'était cette ambiance un petit peu boys clubs, entre guillemets, qui ressort. Et comment est-ce qu'on pourrait la décrire ? On pourrait la décrire à travers l'occupation de l'espace physique. Où est-ce que étudiantes, enfin comment est-ce que les étudiants et étudiantes se répartissent dans l'espace ? Qui prend l'espace central ? Qui utilise davantage le matériel ? Qui se place derrière dans les salles de cours et qui donc a un contrôle visuel plus important ? Qui accapare l'attention dans les couloirs ou dans les cours, en sautant, en criant, en hurlant, en faisant des actions qui sont toujours un petit peu en dehors de ce qui est demandé. Donc là-dessus, c'est ce qu'on peut appeler un petit peu une grammaire masculine, dans le sens où c'est un accaparement de l'attention, un accaparement de l'espace physique. Et puis ça se développe aussi dans la manière où une certaine partie des étudiants vont pouvoir se mettre nus aussi très facilement dans les gymnases, sur les stades, vont pouvoir se changer sans se poser la question de si c'est nécessaire de passer avant dans le vestiaire, alors qu'il y a très peu d'étudiantes qui se permettent ça et qui s'autorisent ça. La nudité, ça passe aussi par le langage. Comment est-ce qu'au final, le langage est... de quelle manière se font les interactions, avec quel type de langage. Donc, non, j'ai pas mis d'exemple, pardon. Donc, on peut repérer le langage sexiste, on peut repérer le langage LGBT-phobe, on peut repérer dans les jeux, dans les chansons, pardon, dans les chansons, oui, les propos qui viennent inférioriser les étudiantes. Pour le langage aussi, pardon, c'était aussi ce langage permanent qui s'exprime aussi en STAPS, où il y a toujours un rappel aux organes génitaux, toujours le fait de parler des testicules, le fait de parler des couilles, le fait de mettre ses mains dans son caleçon sans que ça gêne personne. Il y a le fait de dessiner, par exemple, des pénis sur une vitre de salle de classe, le fait de dessiner des pénis avec des objets en plein milieu d'événements festifs. Il y a aussi ce rappel permanent aussi au corps étudiant qui est vraiment prenant. Et puis du coup, ça crée une ambiance où les étudiantes sont de leur côté infériorisées et hétérosexualisées, dans le sens où infériorisées, en STAPS, j'ai pu encore observer des barèmes différenciés, des consignes pédagogiques différenciées. Tout le monde connaît, je pense, les fameux pompes sur les genoux qui sont autorisées que pour les filles. Mais on peut aussi retrouver en musculation 50% du poids du corps pour les filles et puis 90% pour les garçons. On peut retrouver le fait que les filles, on va leur demander de tenir 30 secondes la tête au-dessus de la barre. Les garçons, c'est 1 minute la tête au-dessus de la barre. Toutes ces petites consignes qui viennent indiquer et qui viennent dire au final qu'elles sont perçues comme moins capables et comme moins sportives et moins fortes. C'est aussi pour leur part une hétérosexualisation constante qui passe par les chansons, qui passe par ces fameux jeux entre guillemets dans les élections Miss et Mr. Y, week-end d'intégration étudiante, où on leur demande davantage de se dénuder, où on leur demande où c'est à elles qu'on va enlever le soutien-gorge. Enfin voilà, plein de jeux aussi à travers les affiches également, où elles sont mises en avant dans certaines postures. Et puis ces étudiantes qui vont être mises à mal dès lors qu'elles vont déroger à certains codes, où on pourra leur dire si elles sont perçues comme trop sportives, je l'ai mis juste en dessous, c'était même pas la prendre pour un homme, mais c'était la prendre pour un ogre. À partir du moment où elles sont perçues comme trop grandes, trop musclées, trop carrées, à partir du moment où il y a un pas d'écart par rapport à certains codes de pilosité, certains codes sur la musculature, sur la tenue sportive, des étudiantes qui disent que c'est difficile de se mettre en short parce que du coup il faut être forcément épilé, ou alors elles refusent de pratiquer, ou elles demandent à d'autres de ramener des joggings.
Enfin voilà, il y a énormément de comportements comme ça. Et du coup, pour moi, les enjeux de la formation à l'égalité pour ce public étudiante en STAPS, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que ce soit un public qui soit capable de percevoir les inégalités, de réagir face à ces inégalités, de les anticiper et puis aussi d'innover, parce que c'est un public qui doit venir proposer de nouvelles manières de faire dans notre monde sportif. Merci. Charlotte, alors toi qui es étudiante en STAPS, j'imagine que tu as pas mal de choses à dire, tu aurais envie de témoigner en plus. Maintenant, je te laisse la parole. Oui, c'est vrai, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites, donc je vais pas forcément en répéter, mais déjà juste si on part d'un constat aussi de la filière STAPS, de où est-ce qu'on en est. À l'heure actuelle, on est c'est très genré, donc on est à 30% de filles et 70% de garçons. Ça évolue petit à petit, mais là pour l'instant on stagne aux 30%, donc on voit bien qu'il y a aussi un souci d'orientation à la base, où du coup les filles ne s'orientent pas vers la filière STAPS premièrement, donc c'est un souci. Et puis après, quand on regarde aussi les filières un peu plus dans le détail, on voit qu'on a encore plus des filières genrées du coup qui se mettent en place. On a du coup vraiment le côté santé où on va retrouver à peu près 50%, et dès qu'on va aller vers des filières comme entraînement sportif ou ergonomie du coup de l'activité, des filières beaucoup plus scientifiques ou tirées vers la performance, là on va retrouver beaucoup moins de filles. Donc en fait là on remarque bien il y a un souci d'orientation. Donc déjà pourquoi est-ce que c'est important de former les futurs professionnels dans le champ du sport? En fait c'est aussi pour favoriser l'orientation des filles dans ces filières-là et leur donner envie ensuite de s'orienter dans les filières et dans le monde sportif. Et puis il y a toute une déconstruction à faire au sein même des filières, comme tu le disais, dès la première année. En fait, faut arrêter de genrer, ou en tout cas de donner des consignes très genrées, parce qu'en fait, on amène les filles à s'orienter vers des filières sans même s'en rendre compte ou en s'en rendant compte. Et du coup, on crée complètement une disproportion selon les métiers qu'on va retrouver. Donc c'est un gros souci là-dessus. Alors, le deuxième champ de questionnement va porter cette fois plus particulièrement sur les formations que vous avez suivies, vous. Donc, on en identifie déjà deux forcément ici. Mona, tu as suivi le Master EgalApps, t'en as parlé. Donc, je vais pouvoir te laisser la parole pour présenter le Master. Et Marion, toi, tu as suivi donc l'équivalent du Master EgalApps, mais en formation plutôt courte pour les personnes qui sont déjà professionnelles et en activité. Donc, je vous laisse à nouveau la parole. Mona. Merci. Alors le Master EgalApps, donc je vais faire un peu ma Cécile Autogali à ce moment-là. Donc c'est une formation de niveau Bac+5 qui a été créée en 2016. Dans le but de former les futurs experts et expertes des questions d'égalité dans le sport, égalité de genre bien sûr, parce que justement le constat qu'ont fait Cécile et Virginie quand elles l'ont créé, c'est de dire qu'il n'y avait pas de formation qui existait de ce type-là, et aujourd'hui, après presque 8 ans je crois d'existence, le fait est que ça reste la seule formation de ce niveau-là, on va dire, qui existe encore en France et même à l'international, comme le dirait Cécile. La plus-value et surtout le contenu de cette formation, donc il y a 2 ans de formation, on a beaucoup de contenu théorique alors qu'on partage avec notamment d'autres mentions genre, parce que Lyon c'est aussi une ville, et c'est pour ça que ça s'est créé ici, qui accueille on va dire des masters genre, donc sur d'autres thématiques, en histoire, en sociologie, et donc c'est un master, le Master EgalApps s'insère en fait dans ce on va dire cet ensemble de formations spécifiques avec Lyon 2, et donc en plus il y a un historique aussi à Lyon 1 évidemment, puisque le laboratoire Elvis a travaillé depuis longtemps sur ces thématiques-là. Et donc, le but, c'est qu'on puisse justement avoir ces connaissances théoriques de la recherche par rapport au genre, au lien entre genre et sport, entre le corps et le genre aussi. Donc, on a beaucoup de contenus qui nous permettent vraiment déjà de construire aussi nos connaissances, et surtout après d'avoir des arguments pour pouvoir aussi défendre en fait notamment tout ce qui va être lié aux inégalités, aux LGBT-phobie, aux discriminations de manière globale. En fait, une fois qu'on a ces connaissances théoriques, on comprend peut-être un peu mieux comment elles se construisent.
Et on a aussi les outils pour justement les déconstruire et aller là où ça fait mal, entre guillemets, ou en tout cas là où l'argumentaire on va dire de la personne en face, entre guillemets, qu'elle soit morale ou physique, justement est un peu faible. Et c'est comme ça aussi qu'on peut aussi faire comprendre, parce que le but c'est pas évidemment de dire c'est n'importe quoi ce que vous racontez, écoutez-nous. C'est plus de dire peut-être que les choses elles étaient pas faites correctement, notamment en termes d'égalité de genre dans le sport pendant longtemps. Pour des raisons notamment historiques qu'on voit justement dans la première année. Et justement, surtout de dire, regardez ce que ça peut apporter en fait de travailler sur ces thématiques-là, regardez ce qu'on peut faire, quels sont les outils que nous, on nous enseigne aussi dans le master, notamment dans la deuxième année, des outils un peu plutôt pratico-pratiques. Notamment, je pense à tout ce qui concerne l'analyse qualitative et quantitative, qui est vraiment utilisable aussi bien dans le champ de la recherche que dans le champ plus, on va dire, professionnel. Et donc, grâce à toutes ces connaissances en fait qu'on accumule, on va dire, pendant 2 ans, on arrive justement à avoir alors évidemment, on peut toujours apprendre et heureusement, mais en tout cas, on a un périmètre, on va dire, et surtout une expertise qui commence à se construire et qui nous permet d'analyser et surtout de proposer des remédiations, parce que c'est ça aussi la vraie utilité aujourd'hui et le vrai besoin. L'état des lieux et les constats, je pense qu'on peut le faire assez facilement et ça a été quand même fait depuis plusieurs années maintenant, notamment au Elvis. Mais la plus-value du master, c'est aussi de pouvoir proposer en fait des préconisations, et c'est ça véritablement que recherche le milieu professionnel. C'est ok, on est d'accord, il y a des inégalités, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour lutter contre, et notamment en matière de formation, quels sont les leviers qu'on peut activer et surtout quels sont les contenus qui sont intéressants à apporter par rapport à ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du master. Alors, l'attestation d'études universitaires, on va pas dire que c'est la même chose parce que c'est quand même beaucoup plus light. Mais Cécile et Virginie ont aussi parfaitement compris que c'était indispensable de former les professionnels, des gens en poste, même les bénévoles dont je parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que cette AU, elle est vraiment parfaitement calibrée pour des gens comme moi. C'est 60 heures sur l'année, découpée en deux temps. Donc une partie avec des apports théoriques qui sont absolument indispensables et voilà, qui se font beaucoup en distanciel et une partie en présentiel. Et le deuxième temps de l'année, là, on va mettre en pratique ce qu'on a appris, et surtout mettre en place une démarche. Et c'est là où moi, justement, j'ai fait cette étude très opérationnelle au sein de l'Office du sport de Villeurbanne, avec effectivement un état des lieux, des outils d'analyse, comme tu le disais, quantitatifs, qualitatifs, et après des préconisations avec un plan d'action pour justement proposer des solutions concrètes. Moi, c'est vrai que j'ai une fois ce travail réalisé, je l'ai partagé avec mes dirigeants. Ça n'a pas eu un écho démesuré. Pour autant, et puis c'est un peu le problème aussi quand on a un poste de direction, c'est qu'il y a énormément de choses il y a beaucoup de sujets à traiter et à embrasser. Donc c'est voilà, mais je ne perds pas l'horizon, et ces préconisations, on va arriver à les mettre en place. Et sans anticiper trop sur ce que je vais dire après, j'espère qu'on va passer une étape avec Léa qui est là ce soir. Simplement, je voulais juste dire très très précisément ce que cette étude m'a apporté, pour que ce soit peut-être un peu plus concret. C'est que ça m'a permis d'enclencher une nouvelle façon de collecter les données. Parce que j'avais déjà des données, mais il y en avait qui me manquaient. Donc ça me permet de réorienter la manière dont ce qu'on va collecter, comment on va le collecter, pour pouvoir justement mieux objectiver qui sont nos dirigeants, qui sont nos bénévoles et qui sont les publics auxquels on s'adresse. Ça m'a permis de me former à une démarche scientifique. Donc, en ce qui me concerne, de pouvoir passer de l'intuitif finalement au scientifique, ce qui est quand même essentiel. De me placer dans une posture professionnelle, et là je renvoie à ce que je disais au départ, gagner aussi en légitimité, être plus sur le personnel mais vraiment sur le professionnel, et aussi de me permettre de me rendre compte de l'ampleur de la tâche, mais encore une fois ça se fait pas en 6 mois, donc
j'ai bon espoir qu'on avance. Merci. Marion, tu évoques Léa. Tu en parleras peut-être un petit peu. J'en parlerai après. Mais au moins, pour Léa, tu peux faire un petit site. Qui est stagiaire avec toi en ce moment. C'est aussi l'intérêt de ce réseau, finalement, entre les deux formations qui se complètent avec des stagiaires Master 1, Master 2, un stage de 140 heures en Master 1 et puis beaucoup plus important à partir du Master 2. Et puis aussi un contrat de professionnalisation des alternants qui sont en Master 2. Alors, ensuite, donc même question pour Charlotte. Comment tu en es venue à tes responsabilités au niveau de l'ANESTAPS? Quelles sont les formations dont tu peux nous parler? Alors moi, du coup, je vais avoir une vision vraiment, on va dire, du coup, STAPS, c'est pas du tout Master Égalaps. Donc, je vais vous apporter un petit peu mon vécu. Moi, il faut savoir que du coup, avant de rentrer en management du sport, en master, j'ai fait une licence entraînement sportif. Donc, il faut savoir que dans cette licence-là, à aucun moment on m'a parlé d'égalité, à aucun moment on a traité cette thématique-là, on m'a parlé de violence ou quoi que ce soit. Donc, je n'étais pas du tout formée. Et en fait, par moi-même, je me suis auto-formée. Donc, j'ai été voir des organismes que je suivais sur les réseaux, comme Nous Toutes, comme Consentis, qui sont des associations qui œuvrent dans les violences sexistes et sexuelles en général, ou plutôt dans le milieu festif. Et du coup, j'ai commencé à m'engager au sein de mon association étudiante. Et c'est là où je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et il fallait que je me renseigne moi-même, puisqu'on ne me donnait pas, moi, les billes au sein de mes cours. Donc voilà comment est-ce que ça a commencé. Et puis après, du coup, je suis rentrée dans le réseau de l'ANESTAPS. Et à l'ANESTAPS, il faut savoir que du coup, on a une politique de formation où on a créé plein de formations sur différentes thématiques que vous pouvez retrouver du coup juste ici, où du coup l'idée c'était de pouvoir aussi rassembler un petit peu tous les savoirs. Il faut savoir que du coup on a aussi co-construit ces formations avec des étudiants et étudiantes qui faisaient partie du Master Égalaps et qui étaient à l'ANESTAPS et qui ont aussi suivi des formations autres comme Nous Toutes, Consentis, etc. Donc on a pris un petit peu tout ce qui nous semblait tout ce dont on avait besoin en tant qu'étudiants, nous dans nos formations et qu'on n'avait pas. Et on s'est dit tiens, il faut qu'on crée des formations où du coup on va donner nous les connaissances, enfin le minima de connaissances à nos associatifs pour qu'en fait eux puissent ensuite rentrer sur leur territoire et se dire ok, là à l'heure actuelle j'ai appris que il se passait ça dans le milieu du sport, repartir avec du coup des chiffres, des constats et pouvoir après eux œuvrer directement au sein de leurs composantes pour pouvoir mettre soit des projets en place directement avec leur association, soit pouvoir directement aller voir leur professeur et leur dire bon écoutez, là il y a un souci, on parle pas du tout d'égalité, on parle pas de violence. Nous quand on va arriver dans le milieu professionnel, on va juste se dire qu'est-ce qu'on fait si on est confronté à des situations de violence ou des inégalités. Donc voilà, le but c'était vraiment de pouvoir en fait juste donner aussi envie aux étudiants et étudiantes et aux associatifs de vouloir s'engager sur cette thématique-là. Et c'est pour ça qu'on a créé du coup tout ce panel, on va dire, de formation. On continue aussi de faire évoluer parce que on se rend bien compte qu'on n'est pas des experts et expertes comme du coup au sein du Master Égalaps, c'est que c'est important aussi de s'entourer d'associations qui eux ont l'expertise nécessaire et de pouvoir continuer de faire évoluer ces formations pour toujours être à jour en fait sur ce qui se passe au sein du milieu sportif ou au sein du milieu festif et plus généralement au sein de la société. Merci. Noé. Alors je vais partir de l'EPS. Ce qui est intéressant quand on est prof de PS, c'est que dans tous les textes officiels, code de l'éducation, convention interministérielle, référentiel des compétences de l'enseignant-enseignante, j'en oublie, la loi d'orientation, les règlements intérieurs des établissements, on nous demande de lutter contre les discriminations, on nous demande de faire en sorte d'être vigilant sur les violences sexistes, LGBT-phobes, etc., etc. Et c'est vrai que même quand on commence en tant que prof de PS, c'est difficile de passer outre toutes les violences qui sont prégnantes dans les cours. C'est difficile de pas se rendre compte que c'est une majorité de garçons qui accaparent l'attention. C'est difficile de pas se rendre compte des interactions entre élèves qui sont perpétuelles, quotidiennes et auxquelles il faut répondre sans cesse. Et puis, par rapport à ce constat, si on fait un petit recul en arrière, on regarde sa formation et on se dit mais combien est-ce que j'ai eu d'heures sur ces thématiques-là alors que ça accapare 90% de mon énergie, 90% de mes rapports d'incidents, des interactions avec les familles, avec la direction, etc. Ça se compte sur les doigts d'une main. Et donc du coup c'est vrai que c'est un peu frustrant et ça peut être même très violent. Et c'est vrai que là il y a une responsabilité qui est énorme
de la part des formations, de faire en sorte que les professionnels soient capables de changer ces choses-là et puis de s'en rendre compte. J'ai mis une petite citation petite, hein, un peu grande, mais j'ai du mal à résumer. Au tableau, pour montrer l'importance de la formation, l'importance de former les étudiants et étudiantes, l'importance de former les formateurs formatrices également, et de montrer que c'est pas si évident que ça en fait ces questions d'égalité c'est pas un consensus et que même les cours qui sont donnés en STAPS peuvent parfois être difficiles. Là, c'est un enseignant qui m'avait répondu sur un cours qui était donné en première année de STAPS et qui revenait sur la légitimité scientifique de ce cours et qui venait questionner le fondement des études, qui venait montrer qu'il y avait des différences d'orientation entre étudiants et étudiantes, et qui m'indique que donc pour lui, ces différences sont davantage liées à des différences d'intérêt, des différences d'envie entre étudiants et étudiantes, et que ce serait bien plus honnête de notre part d'accepter ça, plutôt que de venir questionner des pseudo-discriminations, et voilà. Pourquoi je suis revenue là-dessus, c'est parce que parce que dans le constat que j'ai pu faire, qui est entre 2016 et 2021, donc qui a pu évoluer aussi, mais dans ce constat-là, sur ces 5 années-là, le temps consacré aux heures sur ces thématiques, égalité, violence, LGBT-phobie, sexisme, etc., dans les formations, sur des formations qui comptent entre 500 à 600 heures par an, on est 2 à 10 heures de formation par an, essentiellement dans les filières MEF, essentiellement. Voilà. Alors peut-être que ça va bouger aujourd'hui avec l'oral 3 parce qu'on oblige dans le concours du CAPES, mais ça concerne toujours les MEF, à questionner les étudiants et étudiantes sur la laïcité, sur les LGBT-phobies, sur les discriminations, etc. Peut-être que ça va augmenter les heures, mais en tout cas le constat il est là. Merci. Alors, ce qui devait arriver arriva, nous sommes bien en retard, forcément. Alors, dernière thématique importante, mais on va essayer de respecter un petit peu le temps parce que, surtout pour ceux qui nous suivent en ligne, c'est finalement aujourd'hui, donc une fois les parcours discutés, quelles sont les actions finalement que vous menez aujourd'hui, des actions de formation, de sensibilisation ou d'autres pistes finalement qui pourraient être dévoilées aujourd'hui sur cette thématique. Mona. Alors, au niveau du ministère des Sports, donc comme je le disais, c'est une thématique qui a beaucoup d'importance et sur laquelle je travaille actuellement beaucoup parce que je pense que c'est vraiment le levier qui va nous permettre justement à la fois de toucher plein de thématiques différentes parce que je pense qu'il y a besoin de faire du lien entre les violences d'un côté, les discriminations de l'autre. En fait, c'est le système du genre et comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus et comment surtout est-ce qu'on le transforme pédagogiquement parlant pour que ça parle et que ça correspondent véritablement aux attentes du public cible auquel on s'adresse. Nous, on est toujours aidés. Parfois, la loi, c'est bien. Et donc, on a la loi du 2 mars 2022 qui a rendu obligatoire la mise en œuvre de contenu sur les violences et les discriminations dans l'ensemble des formations des diplômes professionnels du champ de la jeunesse et des sports. Donc, en gros, c'est les CQP, les BP-GEPS, DE-GEPS, DES-GEPS. Voilà, donc ça englobe en fait tous les diplômes côté jeunesse et sport. Les avantages, c'est que du coup, ça devient une obligation. Donc, les organismes de formation, quand ils composent leur ruban de formation, sont obligés de penser des contenus par rapport à ça. L'inconvénient, c'est que du coup, c'est pas hyper précis. Donc, violence et discrimination, ça peut être juste 2 heures, comme 2 jours. Ça peut être juste, entre guillemets, les violences sexuelles. Ça peut être la relation entraîneur-athlète. Enfin, voilà, c'est très large. Mais parce que du coup, il n'y a pas forcément de précision. Alors, bon, sachant qu'il y a eu un décret l'année dernière qui a en plus élargi encore plus les domaines qui sont concernés par cette loi. Donc, maintenant, on a aussi la laïcité, le développement durable. Donc voilà, du coup, c'est bien parce qu'avec la loi, on a le moyen de dire c'est obligatoire, du coup, il faut mettre des contenus en place.
Maintenant, le besoin qu'on a, c'est aussi de structurer ça et de coordonner, et surtout de s'assurer que les contenus qui sont apportés nous permettent déjà d'aborder, on va dire, l'ensemble des compétences et connaissances qu'on juge comme étant essentielles pour des éducateurs et éducatrices sportifs qui vont devenir professionnels. Et donc, on travaille actuellement sur... déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place parce que la loi elle date de presque 3 ans maintenant. Donc, les organismes de formation ont mis en place des choses hyper intéressantes. Et donc, là, on a fait un état des lieux pour justement avoir une idée du quota horaire déjà qui est consacré à ces thématiques-là et les thématiques qui sont mises en place. Quel type d'intervenants, quels outils, voilà, un questionnaire assez général. Et du coup, les premiers résultats assez marquants, c'est que du coup, sur l'ensemble des thématiques qui sont traitées, celle qui est le moins souvent traitée, c'est celle qui concerne les LGBT-phobies. Donc du coup, le but, c'est qu'on puisse répondre à ce manque-là et qu'on puisse former nos spécialistes, on va dire, nos intervenants en formation. Voilà, et en tout cas, coordonner pour s'assurer que la qualité et surtout la diversité des thématiques soient bien abordées dans les formations professionnelles. Je ne ferai pas plus long. Merci. Noé ? Oui, j'ai voulu revenir sur cette dernière question sur les apports que peuvent apporter la formation comme Egalapse. Alors, je ne l'ai pas faite, mais j'ai pareil eu des entretiens avec des étudiants et étudiantes qui ont fait Egalapse. Sur les 4 premières années de l'existence de la formation. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait 3 étapes un petit peu dans ces apports qui montrent à quel point c'est pas si évident que ça de faire une formation sur ces questions d'égalité, ces questions de genre, et à quel point ça vient bousculer et remettre un petit peu en question toutes nos manières de faire et toutes nos manières de fonctionner. Le premier rapport, c'était donc l'apport théorique. Voilà, tu te prends une claque en te disant mais en fait, je viens de vivre 24 ans de ma vie sans les lunettes du genre. Tout ce que j'ai vécu, j'avais pas ce regard là-dessus. Et maintenant, quand j'essaye de réfléchir aux événements que j'ai vécus, je me dis ah ouais, ça c'était hyper sexiste, ça c'était quand même une violence aussi. Et ça, c'est vraiment le premier rapport, le fait de porter les lunettes de genre et de venir découvrir un petit peu le monde autrement. De percevoir toutes les inégalités, toutes ces micro-violences, tout ce continuum de violence qui peut nous entourer. Le deuxième apport, c'était l'apport plus personnel, dans le sens où ça vient aussi remettre en question, aussi finalement un peu comme une sorte d'auto-évaluation au prisme du genre. Et là, je vous ai mis, ça m'a permis de m'accepter moi-même, me dire, mais en fait, pourquoi je dois le cacher, pourquoi j'ai peur de le dire, pourquoi je devrais pas tenir la main, pourquoi je ne devrais pas embrasser, etc. Et de dire que la formation a permis de s'accepter soi-même. Là, c'est une citation en référence à l'homosexualité, mais il y avait aussi plein de témoignages en référence à, en fait, je me suis libérée des codes par rapport à l'épilation, je me suis libérée des codes par rapport à la tenue vestimentaire, par rapport au maquillage, etc., etc. Donc il y a aussi une prise de liberté par rapport à tout ça. Et puis le dernier impact qui est peut-être celui qui nous intéresse le plus ce soir, c'est les apports professionnels. Donc là, on est sur un étudiant qui était en filière entraînement et qui était dans l'entraînement sportif et donc qui nous dit j'ai plus envie d'être le gars qui rigole, j'ai envie d'être le gars pénible, j'ai envie d'être celui qui dit stop, et qui dans son entretien indique que au final il avait plus envie de retourner dans le monde de l'entraînement sportif parce que c'était plus ça correspondait plus à ce qu'il avait envie de faire, aux valeurs qu'il avait envie de développer. Et donc ce qui est intéressant là, c'est vraiment cette volonté d'innover, cette volonté de changer les choses et cette volonté de dire en fait ce fonctionnement sportif avec un fonctionnement très binaire, hiérarchisant, très catégorisant ne me convient plus et ne convient plus non plus à ce qui est demandé socialement par les individus. Non, c'est Marion, pardon. Merci. Alors, la prochaine étape en ce qui concerne l'Office du sport, ce que j'aimerais là maintenant, c'est que on essaye d'emmener les clubs, une partie en tout cas de ceux qui sont affiliés à l'Office, et de les faire se mettre en mouvement. Alors très concrètement, on parlait de Léa tout à l'heure, donc Léa Piccolo qui est en M2 Egalapse nous a rejoint il y a une semaine
pour un stage de 5 mois. Et je compte beaucoup sur son travail, sans te mettre la pression, bien sûr. Non, on va faire ça ensemble, ça va bien se passer. Voilà, pour moi, l'enjeu, c'est que les clubs, les associations sportives, à qui on demande beaucoup aujourd'hui, on leur demande de répondre à beaucoup d'enjeux de santé, d'égalité. Voilà. Donc, ces associations sportives, elles ont besoin d'être accompagnées. Mais avant ça, je voudrais qu'on puisse leur faire entendre qu'il y a des politiques nationales, il y a des dynamiques nationales, des dynamiques locales qui vont avoir aussi des conséquences très concrètes pour elles, notamment, je ne sais pas si vous savez, notamment à la ville de Lyon, mais on y vient aussi tout doucement, nous, à la ville de Villeurbanne, c'est le fléchage des subventions en fonction d'un certain nombre de critères liés à l'égalité, liés à la transition écologique, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont un mouvement très, très, très fort, dont certains assos ont conscience, mais la plupart, pas forcément. Et donc, moi, j'aimerais aussi que ces associations elles prennent conscience de la situation objective au sein de leur propre structure. C'est-à-dire qu'ils sont concernés par les sujets d'égalité, au travers de leur fonctionnement bénévole, au travers de la pratique sportive aussi, bien sûr. Et donc, en leur montrant la situation objective au sein de leur association, de les convaincre de passer à l'action et bien sûr de les accompagner dans cette démarche. Donc, ce qu'on a imaginé avec Léa, c'est de prendre un panel d'associations représentatives. Donc, on en est au début du travail. Donc, je ne peux pas vous dire encore très concrètement comment ça va se déployer, mais en tout cas, en termes de méthode, l'idée, c'est d'aller faire un état des lieux au sein d'un certain nombre d'associations, je pense une vingtaine à peu près, à la fois sur la partie fonctionnement associatif, dirigeants et bénévoles, mais aussi au niveau des pratiquants et des pratiquantes. Et à partir de cet état des lieux, eh bien, apporter partager ces données avec les associations et leur proposer un plan d'action. Moi, je pense qu'on va pas partir forcément dans des plans d'action ultra ambitieux, mais je pense que si on arrive à dégager 2-3 actions un peu concrètes qui les poussent à se mettre en mouvement sur ce sujet, je pense que ce sera déjà très bien. Et j'en termine là-dessus. Là, c'est un peu un pari. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas trop, a priori, partisane de l'approche de la ville de Lyon, dans le sens où, à la ville, vous devez, en fait, 2 personnes par club doivent suivre une formation de 2 heures sur les questions des VSS, sur tout un certain nombre de sujets, pour pouvoir toucher la subvention. Moi, je m'interroge beaucoup, je me dis, mais 2 personnes, ces 2 personnes, elles viennent suivre une formation de 2 heures, et après, qu'est-ce qu'elles en font concrètement? Donc moi, j'ai envie de prendre le problème autrement. Je me dis, je préfère qu'on aille travailler avec 20 clubs de manière en profondeur, plutôt que d'essayer de faire du volume. Je pense que ça aura moins d'impact concret que l'approche qu'on va essayer de mettre en place avec Léa. Donc on vous en dira plus dans 6 mois. Merci. Bilan à la prochaine table ronde l'année prochaine. Charlotte, maintenant, cette fois-ci. Oui, du coup, je vais essayer d'être rapide. Mais on est aussi parti d'un constat où, en fait, selon les composantes STAPS, en France, en fait, c'était très dépendant. C'est-à-dire que moi, à Paris, j'ai pas du tout eu d'enseignement sur l'égalité. Mais par contre, un UFR comme Lyon va beaucoup plus former, ou une composante comme Brest va beaucoup plus former. Donc, on s'est dit qu'en fait, il fallait pouvoir unifier tout ça, ou travailler à unifier tout ça. Donc, on s'est dit en fait, qu'il fallait rassembler les principaux concernés autour d'une table et pouvoir discuter de ce sujet-là, de comment est-ce qu'on pouvait intégrer ces notions au sein de la formation STAPS. Donc, on s'est basé sur 4 discriminations et du coup, on a voulu créer 4 commissions différentes. Donc, une sur l'égalité des genres, une sur les religions, croyances, le handicap et le racisme et l'ethnie. L'idée, c'est de pouvoir vraiment travailler ensemble au sein de ces commissions parce que on a bien conscience de l'intersectionnalité de ces discriminations-là. Et du coup, on travaille avec la conférence des doyens et directeurs en STAPS. Et du coup, l'enjeu, c'est de réunir au sein de ces commissions des professeurs, des étudiants, des anciens étudiants aussi. Et au final, de pouvoir en fait faire un constat. Donc tout d'abord, de pouvoir faire un état des lieux de ce qui existe, puisqu'il y a plein de bonnes pratiques en fait à prendre en compte. Et après, de pouvoir en fait se demander pourquoi est-ce que actuellement c'est pas fait. Pourquoi est-ce que les futurs professionnels ne sont pas formés.
Et du coup, de pouvoir dire, bon, bah, au final, est-ce que la problématique, c'est que les enseignants ne sont pas formés et du coup, ils ne forment pas les étudiants? Donc, comment est-ce qu'on peut agir sur ça? Comment est-ce qu'on peut former au final les enseignants? Ou comment est-ce qu'on peut aussi intégrer ça de manière transversale? Est-ce qu'on veut un UE spécifique dès la première année sur les violences de genre, sur les violences sexuelles, ou est-ce qu'on a envie que ce soit très transversal et très intégré au sein des mentions, où du coup on va pouvoir vraiment adapter. En entraînement sportif, comment est-ce qu'on peut éviter, avoir du coup un enseignement sur comment éviter les violences et lutter contre les violences au sein de son entraînement. Ou en management, comment est-ce qu'on va pouvoir favoriser ou en tout cas mettre en place un événement qui prône les valeurs d'égalité et voilà. Donc c'est comment est-ce qu'on va pouvoir vraiment adapter en fonction des mentions. Donc là on est au tout début du projet, ça prend vraiment beaucoup de temps puisque on veut réunir quand même pas mal de personnes sur ces commissions-là. Et le but aussi ça va être d'intégrer au sein de ces commissions des associations expertes pour qu'en fait elles puissent nous donner aussi leur avis. Selon elles, pourquoi et qu'est-ce qu'il faudrait en fait aussi intégrer au sein de ces formations et comment au niveau du contenu. Donc voilà, c'est très long. Et puis il faut savoir que du coup le but c'est vraiment comme je disais d'intégrer ça de manière transversale. Donc il faut prendre en compte les mentions, les années. Donc voilà, c'est un travail très long mais qu'on commence petit à petit avec la NOSTAPS. Merci. Donc, on arrive au bout de la table ronde. Merci de terminer par des propositions, des perspectives, des actions qui laissent penser à des solutions pour faire avancer les choses. Noé, on n'a pas abordé du tout la question de l'éducation à la vie sexuelle, affective, dont on avait parlé un petit peu. Et puis, c'est aussi une piste quand même. Enfin, on attend avec impatience les programmes à partir de septembre. On verra comment ça se passe. Mais il y a quand même là un levier, je pense, important qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, mais peut-être qu'on en parlera lors du temps de questionnement. Et puis aussi dans le statut de chargé de mission, le statut de chargé d'égalité dans les collèges qui existent filles-garçons. C'est des pistes quand même qui existent, qui ne sont pas toujours mises en avant, ça c'est sûr, enfin du moins mises en action, comme la loi au ministère des Sports sur le bandeau pédagogique qui doit faire référence à l'égalité. Donc à tout niveau, il y a des actions, il y a des intentions, mais qu'est-ce qu'il y a derrière vraiment on se pose la question. Je vous remercie beaucoup de vos témoignages, etc. On va passer maintenant au temps de questionnement. Et puis, on peut bien entendu les applaudir. Et juste avant je termine là-dessus et après je laisse le micro à l'Assemblée, vous pouvez flasher le QR code et à partir de là, vous aurez accès à un drive où on a référencé quelques ressources qui nous ont permis de préparer cette table ronde. Donc je vous invite à flasher si cela vous intéresse. Et maintenant, je vous laisse la parole